السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم بالخير, لمساكم بالخير, Azul Filaoun, bonjour, bonsoir messieurs, dames. Donc la vidéo de ce soir, ça va être une vidéo suite de la première, la dernière vidéo que j'ai faite sur Kamel Daoud, parce que le sujet est très très intéressant. Je n'ai pas voulu intervenir à l'avance, c'est-à-dire au début des événements du livre et tout ça. J'ai laissé tout pour lire, c'est quoi, pour avoir une lecture claire de cet événement. C'est quoi cet événement? C'est-à-dire, il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Ok, il y a un livre, Hori, qui parle de la décennie noire, et nous avons un prix Goncourt, un prix français, offert à Kamel Daoud, un écrivain algérien qui est devenu citoyen, ça fait quelques années. Selon la loi française, il n'a pas le droit à la citoyenneté. Il n'est pas né en France, il n'est pas de parents français, il n'a pas vécu en France. Donc, hop, on lui balance la citoyenneté française. On le récupère et on fait un travail. C'est quoi ce travail? Ce n'est pas possible de faire tout ce brouhaha autour d'un livre qui parle de la décennie noire en Algérie, c'est-à-dire la guerre contre la mouvance islamiste internationale entre 90 et 2000. Et jusqu'à présent, elle existe. On a vu les événements de Tigintourim, par exemple. Donc, c'est quoi l'objectif de ce livre? L'objectif et la stratégie. Quelle est la stratégie de la France par rapport à ce livre? Vous savez qu'il y a un débat, et un débat très très dur entre la France et l'Algérie ces dernières années pour la reconnaissance des crimes de la France en Algérie. L'extrême droite française ne veut rien savoir. Nous, on n'a pas à se repentir des crimes qu'on a commis en Algérie. D'accord. Donc, ce débat est ouvert. Les deux présidents se sont entendus entre Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron pour désigner une commission sur l'histoire. De leur côté là-bas, c'était en France, c'est Benjamin Stora, et de notre côté aussi quelques historiens, pour essayer de rétablir la vérité. Genre rétablir la vérité. Donc, mais les Français n'arrivent pas à admettre qu'ils ont commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre en Algérie. Donc, la stratégie de ce livre est de créer un problème au sein même de l'Algérie en mettant au même piédestal la guerre coloniale, la période coloniale en Algérie, avec tous ces morts et ces massacres, et la guerre contre l'islamisme international en Algérie, et dire que vous aussi, vous avez commis des massacres en Algérie. Donc, si vous voulez demander des comptes à la France pour les massacres commis en Algérie, eh bien, nous aussi, nous allons vous demander des comptes par rapport aux massacres commis en Algérie pendant votre guerre civile, ce qu'ils appellent la guerre civile. Mais ils oublient que ça, c'est deux choses différentes. Ça, c'est une décision qui se prend à l'interne, entre le peuple algérien. Si le peuple algérien a choisi de fermer ce dossier et d'aller de l'avant et de pardonner l'amnistie en Algérie, ça, c'est entre nous. Mais entre deux peuples, c'est différent. Quand vous restez 132 ans sur un territoire qui n'est pas le vôtre, vol, viol, meurtre, crimes de guerre, assassinat, esclavagisme, tout ça, ce n'est pas pareil. Parce que la guerre qui s'est passée en Algérie contre l'islamisme international, ça a été une guerre fratricide, certes, mais c'était une guerre qui n'avait pas, il n'y avait pas de colonisation, il n'y avait pas de vol, il n'y avait pas, comme vous dites, c'est-à-dire que vous, les Français, qui êtes en train de faire autour du livre de Kamel Daoud et de Kamel Daoud en la personne de Kamel Daoud, un arabe, dont lui il dit que je ne suis pas arabe, bon, c'est pas un problème, un Algérien disant, notre fils, on le récupère et on dit voilà, c'est pas nous qui dénonçons, c'est un Algérien qui dénonce. Et c'est ça la stratégie. La stratégie, c'est pour faire taire l'État algérien, pour dire voilà, nous aussi, on peut prendre des gens de chez vous, les aider et leur apprendre à déposer plainte, à vous créer des problèmes, comme il a été exécuté par les islamistes aussi. Les islamistes aussi n'ont pas décliné de faire des rapports à l'ONU
contre l'armée algérienne. Et tout ça pour saboter l'armée algérienne, pour mettre l'armée algérienne au pied du mur et pour, par la suite, si vous nous demandez des comptes, alors nous aussi, on va vous demander des comptes. Je vais vous le prouver, parce qu'en écoutant les débats à la télévision de Kamel Daoud avec les gens qui l'entourent et qui l'encouragent à dénigrer son peuple et sa culture et à condamner l'Algérie, on comprend que c'est la loi de l'amnistie en Algérie qui veut l'attaquer, c'est-à-dire la concorde civile, pour remettre sur le tapis le kitschukisme de l'époque. C'est ça qu'ils veulent faire. Et on va le prouver maintenant. Sur un débat télévisé avec Kamel Daoud, vous allez voir que c'est la loi qui veut l'attaquer. Que cette prise de position du peuple algérien pour l'amnistie, pour la concorde civile, pour recouvrer la paix en Algérie, ce qui n'arrange pas la France. Donc, on remet ça sur le tapis avec un prix Goncourt, avec un écrivain algérien pour dire c'est pas nous qui parlons, c'est un écrivain algérien. Et bien sûr, on met de l'avant la femme pour sensibiliser la femme en Occident, comme ils ont fait en Iran avec les manifestations des femmes. Donc c'est la femme, la femme, la femme, la femme, toujours la femme. Ok? Donc, nous allons écouter un entretien, un débat avec Kamel Daoud sur une chaîne de télévision française, et vous allez voir que c'est la loi qui est l'objectif de cette randonnée mortelle, intellectuelle, c'est la loi de la concorde civile entre Algériens. Écoutons. Alors. Événement politique. Début des années 90, il y a le Front islamique du salut qui gagne des élections. C'est très douteux comme victoire. Les militaires annulent ces élections. Déclenchement d'une violence politique qui commence par des meurtres de policiers, de militaires, etc. Et ça finit par des massacres collectifs un peu partout. C'est une véritable violence. Mais ça, c'est le récit officiel. La réalité, c'est que le djihadisme en Algérie a commencé bien avant, avec nous pensons en termes de drapeau de nation et d'histoire de nation, alors que le djihadisme, c'est transnational, une vision qui est différente. Donc c'est ce qu'on appelle maintenant la guerre civile, mais avec le même malaise qu'on avait en France à qualifier la guerre d'Algérie. C'est un retour de karma. Autant qu'on voulait que l'on dise en Algérie, il s'agit de la guerre d'Algérie à l'époque française et pas d'événements d'Alger, etc. Autant que les Algériens eux-mêmes reproduisent les mêmes pudeurs, entre guillemets. Ils n'osent pas appeler guerre ce qui est une guerre. Donc il s'agit des seconds événements d'Algérie, quelque part. Pourquoi est-ce que vous y revenez maintenant? Vous voyez, ça c'est, il met la guerre contre l'islamisme international en Algérie au même piédestal que la guerre de colonisation, de décolonisation. Et il dit que la France appelait la guerre d'Algérie les événements d'Algérie, et les gens, c'est l'État algérien, appellent aussi la guerre civile, qui ne veut pas appeler une guerre, ils appellent les grands événements d'Algérie, alors qu'on n'a jamais nommé ça comme ça en Algérie. Et déjà là, il met les deux guerres, les deux affrontements sur le même piédestal. Écoutez bien, c'est très astucieux. On y va. Maintenant, 20 ans plus tard, précisément. Peut-être qu'il faut du temps, de la géographie, et puis j'avais envie de me libérer, mais plus que cela, parce que c'est un lieu commun de la littérature de dire que écrire un livre m'a libéré. En fait, ce que je cherchais, c'est une véritable raison profonde, réelle, authentique de vivre. Parce que les raisons de mourir, on en a beaucoup quand on est algérien. La gloire, le paradis, le prestige, la rente, etc. Mais les raisons de vivre, je voulais quelque chose. Je voulais répondre à une question qui était le monopole absolu des religions. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Je veux y répondre avec la littérature, et maintenant. C'est pas pour rien. Les Algériens n'ont pas de raison de vivre. Et lui veut nous donner une raison de vivre. Monsieur Kamel Daoud veut nous donner une raison de vivre. On a beaucoup de raisons de mourir. Oui, la gloire, l'argent. Il y a des raisons, on a beaucoup de raisons. Et le paradis, mais on n'a pas, les Algériens n'ont pas de raison de vivre. Regardez quelle insulte. En Algérie, il n'y a pas de raison de vivre. On n'a pas de raison de vivre. Monsieur Kamel Daoud, ce n'était pas la raison de vivre. Pourquoi on a combattu la France?
On a changé la mort contre la vie. Pour justement aller chercher la vie avec la mort. Mourir pour aller chercher la vie pour nos enfants. Vous voyez comment il traite le peuple algérien. Et lui, c'est le meilleur des Algériens, et lui veut trouver une raison de vivre à l'Algérien, parce que l'Algérien n'a pas de raison de vivre. C'est drôle de parler comme ça, c'est vraiment incroyable. On continue. Votre personnage s'appelle Fage, en l'occurrence cette héroïne, ça veut dire aube en français, et c'est une jeune Algérienne qui a survécu au massacre de sa famille. Alors elle est blessée, Aube, elle a notamment perdu ses cordes vocales, autant dire qu'elle peut plus parler, et elle va se tourner vers le passé, Aube, mais à chaque fois qu'elle montre sa cicatrice, ben on la regarde pas. Quand elle questionne son histoire, personne ne veut lui répondre. Elle dit notamment à un moment donné, c'est assez fort dans le livre, personne ne se souvient ou n'ose se souvenir en Algérie du jour où l'on tenta de m'égorger. Pourquoi, au fond, Kamel Daoud se passait, l'Algérie voudrait l'oublier? Vous voyez pourquoi M. Kamel Daoud se passait, l'Algérie voudrait l'oublier. C'est-à-dire la guerre des années 90 en Algérie. Pourquoi il voudrait l'oublier? Je pense que ce n'est pas le passé noble. C'est-à-dire, on a un mythe de la guerre de décolonisation où nous étions tous des héros. Alors, la guerre de décolonisation, c'était un mythe. Écoutez bien, Algériens. Ça, c'était un mythe. La guerre de libération, c'était un mythe. On était tous des héros. C'était un mythe, hein. C'est pas une réalité. Écoutez bien. L'ennemi était extérieur, il était français. Donc là, on est dans le beau rôle. Arrive une guerre qu'un écrivain a dit à un ami, où on n'est plus frères. C'est-à-dire une guerre où on s'entretue, où le monstre et la victime sont portés par le même corps. C'est la guerre honteuse. D'ailleurs, c'est pour ça que je m'explique, la surenchère mémoriale en Algérie, elle a explosé après la guerre civile. Parce que rien de mieux pour faire oublier une guerre que de parler d'une autre. Et ceux qui demandent aujourd'hui des excuses à la France sont ceux-là même qui ne veulent pas demander des excuses aux Algériens. C'est intéressant. Vous voyez, ceux-là même qui demandent des excuses à la France ne veulent pas présenter des excuses aux Algériens. C'est ce que je vous dis. Écoutez le débat. Le livre, c'est rien. Le livre, c'est une façade, c'est tout. Oui, romantique, une femme qui a souffert. Je vais vous montrer vraiment une femme qui a souffert pendant la guerre d'Algérie dans cette vidéo. Donc, vous avez vu comment, si vous voulez 3 réponses, il met toujours l'Algérie, la France, l'Algérie, la France, l'histoire de l'Algérie, l'histoire de la France. Ceux qui demandent à la France aujourd'hui les excuses, c'est eux-mêmes qui refusent de présenter des excuses au peuple algérien. C'est incroyable. Vous voyez, c'est là qu'il faut chercher. C'est là qu'on voit l'objectif. L'objectif de ce prix Goncourt. On continue. Patrick Boucheron, quel danger est-ce que c'est que d'oublier, que d'occulter, que de détourner parfois le regard sur un passé en particulier? Oui, et puis est-ce qu'il y a justement cette loi de 2005 que vous bravez, d'ailleurs, Kamel Daoud, qui est qu'on n'a pas le droit d'en parler. On n'a simplement pas le droit de nommer cette guerre sans nom. Et évidemment, ça nous fait penser à de nobles précédents, les lois d'amnistie, qui sont des amnésies obligatoires, comme la première, celle que Nicole Loho, la grande historienne helléniste, très frappée par la guerre d'Algérie, avait analysé, 403 avant notre ère, la guerre civile d'après la tyrannie, et on n'a pas le droit d'en parler. Sauf que là, ce que vous montrez, et c'est absolument saisissant, c'est que cette loi, elle est pour la concorde, mais il ne peut pas y avoir de concorde dans le silence. Il ne peut pas y avoir de concorde sans vérité. Tout à fait, Il ne peut pas avoir de concorde dans le silence. Il ne peut pas y avoir de concorde sans vérité, mais ça c'est notre vérité à nous, entre nous, Algériens, notre concorde. Les Français n'ont rien à voir là-dedans. Parce que si les Français parlent comme ça pour nous démontrer que eux, ils sont avec la justice, et ils ne sont pas avec l'amnésie obligatoire, ils sont pour relater les faits, juger les criminels, c'est faux. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire, c'est ça. C'est ça l'objectif de ce livre. Donc, on continue. Du récit, de la responsabilité. C'est pour ça que je récuse le mot réconciliation. Il y a eu une amnésie violente, dictée, et qui impose et qui déstabilise le réel. Je répète souvent que
on est quand même dans un territoire où quelqu'un qui vole un téléphone est condamné à 3 ans de prison et quelqu'un qui a tué 200 personnes peut se promener au soleil. C'est une atteinte au réel. C'est une atteinte à la rationalité, à ce lien entre les actes. Quand on fait quelque chose, on en assume les conséquences. Et cet oubli-là, on reproche à la France d'avoir mal nommé la guerre d'Algérie ou de l'avoir un peu oublié, mais au fond, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas fait mieux. Nous n'assumons pas ce présent-là, ce présent immédiat. Moi, ce qui m'a... Et voilà. On accuse la France de ne pas assumer ses responsabilités. Est-ce qu'on a fait mieux, nous aussi? C'est ça l'objectif du livre. C'est ça l'objectif du prix Goncourt. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Il faut faire du chantage en Algérie. Et on ramène quoi? On ramène un Algérien intellectuel qu'on a formaté ça fait longtemps, à qui on a offert la citoyenneté française, à qui on a offert l'occasion de gagner de l'argent et d'être célèbre et nous aider de notre combat pour blanchir tous les crimes de la France en Algérie et que l'Algérie ne demandera plus des excuses. Et c'est ça l'objectif. Vous l'avez entendu, non? C'est ça ma lecture, moi. Il n'y a pas d'autre, parce qu'il ne parle que de la loi. Je vais vous donner une autre vidéo avec une critique littéraire québécoise ici qu'il a invitée. Et elle a fait avec lui un petit débat de 11 minutes. Et c'est la même chose, c'est la loi. C'est une Québécoise qui n'a rien à voir avec l'Algérie, qui ne connaît rien de l'Algérie. Et puis elle parle, elle dit, oui, 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 c'est la loi qui nous intéresse. Et c'est la femme, toujours, bien sûr. OK, écoutons. Qui a été rédacteur en chef au quotidien d'Oran. Et puis, il a été donc rédacteur en chef pendant les horreurs de la guerre civile. Vous étiez, semble-t-il, une plume redoutée et vous avez eu à l'époque quelques démêlés avec la police. Nous vous avons découvert, enfin moi je vous ai découvert en 2013 avec ce superbe livre Meursault compte enquête, une réécriture de L'étranger de Camus. Ce livre est devenu un succès, vous étiez sur la liste des Goncourt et il a été aussi couronné du Goncourt du premier roman. Ensuite, il y a eu d'autres livres, Zabor ou les psaumes, Mes indépendances, et puis aussi Le peintre dévorant sa femme. Vous avez passé une nuit au musée Picasso et donc le titre du livre, c'était Le peintre dévorant la femme. Et donc, vous vivez maintenant à Paris, vous enseignez à Sciences Po. C'est un exil forcé, et puis quand on lit ce livre... C'est un exil forcé, il veut se montrer qu'il est exilé. Mais non, il est français, c'est pas un exil forcé. Le gars a eu sa citoyenneté française. Comment ça, exil? Oui, je suis persécuté, exilé, menacé, il n'y a personne qui t'a menacé en Algérie. Il n'y a personne qui les menace en Algérie. En Algérie, on ne menace plus personne. C'est faux, ça. Il y a un service de sécurité très, très efficace. Donc, vous êtes exilé. Il n'est pas exilé, il est français, il est chez lui. Il dit, moi, je suis français. Il a choisi d'aller vivre dans un pays qui lui a offert la citoyenneté. C'est tout, ni plus ni moins. C'est la propagande. Il ne dit pas, non, je ne suis pas exilé, j'ai fait le choix de partir en France parce que je suis français. Non, il ne le dit pas, il laisse. Il dit, oui, je suis un exilé persécuté dans mon pays. Écoutez bien. Là, on se dit que votre exil... Et donc, cette Tired of weak and boring lighters? Meet this new incredible fire torch lighter. This new incredible electric... Cette horreur a duré pendant le circuit de la journaliste comme moi. Donc, on était directement injecté. On n'était pas formé pour une raison très simple. C'était l'époque où on tuait beaucoup de gens. On était exposé directement à l'Europe. En 95, côté par le régime de l'époque pour pouvoir toujours... Les islamistes se sont organisés en partis politiques et ils ont hérité un peu. C'est une loi qui s'appelle la loi de la réconciliation nationale, c'est-à-dire ils descendent des maquis, on dit en Algérie un maquis c'est en montagne,
une loi qui s'appelle la loi de la réconciliation nationale. Et ça a duré à la fin des années 90. En 2000, le régime décide de traiter, de négocier avec les islamistes en armes, et ils finissent par concocter une loi qui s'appelle la loi de la réconciliation nationale. Concocter le régime, concocter avec les islamistes le régime. Écoutez bien. C'est-à-dire, ils descendent des maquis, on dit en Algérie un maquis, c'est en montagne, et ils réintègrent la vie civile. On leur donne de l'argent, mais sur le dos des victimes. C'est-à-dire, à la fin, il y a eu deux gagnants, le régime et les islamistes. Il y a eu un seul perdant, ce sont les morts. Et donc, on leur assure une pension, on leur donne de l'argent, parfois plus importante que la pension assurée aux victimes du terrorisme, et ils bénéficient de l'amnésie et de l'amnistie et de l'impunité totale. Il n'y a eu ni justice, ni semblant de justice comme au Rwanda ou en Afrique du Sud, ni demande de pardon. Les tueurs se baladent dans les rues et ils n'ont de compte à rendre à personne. Le tout a été verrouillé par une loi qui nous interdit de parler de cette période-là, de faire des productions éditoriales, des films, etc. Ce qui fait que pour une guerre de 10 ans qui a eu 200 000 morts, en Algérie, on a 3 ou 4 romans, on a peut-être 4 ou 5 films, mais rien de plus. C'est une période totalement occultée et totalement fermée. Et le roman, il est né de cette obsession que j'avais, et comment raconter. Alors, c'est une obsession d'abord personnelle, parce que quand vous êtes journaliste à cette période-là, vous faites des articles de presse, vous donnez des chiffres. Quand vous dites 143 morts, c'est un chiffre, mais il faut un roman pour raconter l'absolue horreur et violence de 143 vies perdues. Donc, pour moi, il était nécessaire à un moment ou à un autre d'avoir assez de recul pour parler de cette période-là, malgré l'interdit juridique et malgré la volonté de certains d'oublier et d'effacer. C'est-à-dire, au fond, la mode en Algérie, c'est de parler uniquement et exclusivement de la guerre décoloniale, parce que c'est la success story nationale, elle donne du sens à beaucoup de gens et c'est le fonds de commerce de beaucoup des élites politiques, et de ne pas parler de l'autre guerre, celle qui a fait aussi presque 200 000 morts, sinon plus, sinon moins, personne ne le sait parce que personne ne veut compter. Donc c'est un peu cette guerre-là qui, pour vos lecteurs, doit être un peu comparée à Daesh, parce que c'était les mêmes méthodes, Al-Qaïda, à ce qu'ont subi les Syriens, ce que subissent les Soudanais. Et donc, c'est le mode opératoire, ce sont les attentats, l'islamisme pur et dur, le djihadisme, les tueries de masse, les attentats contre les intellectuels, les artistes, les écrivains, les dessinateurs, etc. C'est une guerre que maintenant le monde entier vit d'une manière ou d'une autre, qui interroge beaucoup de gens un peu partout et qui a été vécue par des gens comme moi en Algérie et que j'essaie de raconter dans Ouri. Je ne sais pas si j'ai été clair. Et vous le racontez à travers le regard donc, de cette jeune femme. Je pense que pour vous, ce n'est pas un hasard si c'est une femme qui raconte et une femme qui doit se battre au quotidien. Elle a un salon de coiffure donc, où son objectif est de rendre les femmes belles. Donc, elle doit se battre au quotidien pour exister. Et donc, ce n'est pas sans raison que les deux personnages centraux, donc soit cette femme et ce libraire qui donc avec sa camionnette sillonne les routes. Donc voilà, c'est ça l'objectif du livre. Il en parle lui-même, partout, dans tous les débats. La loi de la réconciliation, pourquoi la France on lui demande et nous on ne demande pas. Ça, c'est l'extrême droite française. Voilà ce que c'est Kamel Daoud. Mais, monsieur Kamel Daoud, écoute-moi bien. Toi qui parles des lois interdisant de parler, ça c'est faux déjà parce qu'il y a beaucoup de livres qui ont été écrits, même des films qui ont été tournés en Algérie sur la décennie noire. Je le prouverai dans les prochaines vidéos pour ne pas faire long. Donc, tu dis que c'est l'Algérie qui a cette loi d'amnistie, comme il a dit le journaliste, a détourné. On ne peut pas réconcilier dans le silence, on ne peut pas. Alors, je vais te montrer comment De Gaulle a amnistié tous les criminels de guerre en Algérie. Ok? Il a amnistié tous les criminels de guerre en Algérie. Et même les collaborateurs de l'Allemagne nazie pendant le régime de Vichy. Regarde bien. On va agrandir un peu pour que le monde puisse voir.
Alors, les jalons d'un colloque, amnésie, amnistie, impunité, justice transitionnelle. Okay, par Denis Sieffer, Michel Toubiana et Marc Semo. Amnésie, on ne reconstruit pas une nation avec des mythes. Une anecdote à propos du général de Gaulle illustre assez bien ce qu'est véritablement l'amnésie en politique. À cette époque, un film sur l'occupation, peut-être Le chagrin de la pitié, de Marcel Auffull, encore en préparation en 1969, montrait une certaine réalité de la France, de cette période sombre de l'histoire récente. C'était l'époque aussi où l'on ne montrait rien, en tout cas rien de sensible à la télévision française, sans demander l'autorisation de l'Élysée. Alors le président de l'ORTF s'est donc rendu auprès du président et a dit « Mon général, ce film est formidable. Il faudrait montrer à 20h30 aux téléspectateurs ce qu'a été la France sous Vichy, sa réalité, sa complexité, la collaboration, ses compromissions, etc. » Non, pas question, aurait répondu De Gaulle. Le président de l'ORTF aurait alors dit « Mais mon général, c'est pourtant la vérité !» Et De Gaulle de répliquer « On ne construit pas une nation avec des vérités, on la reconstruit sur des mythes. » Ça, c'est ton ex-président Charles de Gaulle. On ne construit pas une nation sur des réalités. Est-ce que tu es d'accord avec lui? On continue. Alors, d'une certaine façon, le mot amnésie pourrait nous induire en erreur, car il y a dans l'idée de l'amnésie quelque chose d'accidentel. L'amnésie est une maladie, une mutilation de la mémoire. Or, s'agissant de l'amnésie dont il est question dans le cadre de ce colloque, nous avons davantage affaire à une option politique, le choix d'oublier ou de faire comme si ou de feindre l'oubli. C'est d'une certaine façon la réelle politique. Cette tyrannie du présent et de l'avenir qui suggère qu'il faudrait absolument faire semblant d'avoir oublié pour pouvoir reconstruire, probablement dans certaines circonstances politiques, cela peut s'étendre. Mais à terme, et là, les psychanalystes ne me démentiront pas. C'est vrai aussi bien pour une société, pour un groupe, que pour un individu. Enfuir la vérité, la laisser s'inquister, comme un abcès, feindre de l'ignorer, c'est évidemment ne pas se donner véritablement les moyens de reconstruire une société sur des bases de paix et de concorde. À terme, c'est une faute profonde que de sacrifier la mémoire au profit d'un supposé présent et d'une mythologie. Mon cher ami, ça se passe en France. OK? Donc, l'amnistie est un problème extraordinairement complexe qui illustre assez bien l'histoire récente de la France. Si on met à part les lois d'amnistie consécutives à la Commune et à l'affaire Dreyfus, pour se reconcentrer sur l'après-guerre, ce pays a connu grosso modo 3 grandes séries de lois d'amnistie politique. La première intervient en 1947, 51 et 53, donc très peu de temps après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et concerne la collaboration. Certaines amnisties ont défrayé la chronique, comme celle des Alsaciens engagés, malgré nous, ayant participé au massacre d'Oradour-sur-Glane. Ces lois ont été votées par le Parlement, jusqu'à preuve du contraire, élues démocratiquement en France. La deuxième série, comme la guerre d'Algérie, intervient dès l'indépendance, alors qu'un certain nombre de procès concernant notamment l'armée française ne sont même pas figés si elle est votée par le Parlement. Elle résulte d'un processus référendaire et a donc été décidée par le peuple. La troisième ressemble beaucoup à la seconde, celle qui intervient après les événements de Nouvelle-Calédonie en 88. Il y a beaucoup d'amnésie en France, hein? Algérie, Nouvelle-Calédonie, Vichy. Donc, celle qui intervient après les événements de Nouvelle-Calédonie en 88, en vertu d'un accord lui-même entériné par référendum. La question de l'amnistie est juridiquement d'autant plus complexe qu'en droit français. Par exemple, elle ne portait jamais atteinte aux droits des tiers, c'est-à-dire qu'à la limite, on peut toujours faire des procès en dommages et intérêts, indépendamment de la loi d'amnistie pénale. Bien évidemment, l'amnistie destinée à couvrir et à empêcher la vérité de se faire et aux poursuites d'avoir lieu relève d'une amnésie dont il a déjà été question. Cela dit, une loi d'amnistie, j'entends par là une loi d'amnistie qui n'est pas destinée a priori à couvrir. Elle est légitime?
Autrement dit, est-ce qu'une fois que justice est passée sous des formes qui peuvent être très variées, est-ce qu'une loi d'amnistie est concevable? Quel est le but ultime du jugement d'un crime contre l'humanité et du refus de l'impunité? Est-ce simplement de rendre justice aux victimes? Et je ne méconnais pas cette part des choses, ou est-ce aussi de rétablir une société politique qui a été niée, détruite au moment des dictatures? Dans ce cadre-là, la loi d'amnistie, je ne donne pas mon avis, je pose la question, est-elle ou non légitime en tant qu'élément de reconstitution du lien social? C'est des questions. Donc, la France a des lois d'amnistie comme ça. Par rapport à la Nouvelle-Calédonie, qui est reconnue comme territoire français. On va aller plus loin. OK? Alors, Monsieur Kamel Daoud, tu crois qu'il n'y a que toi qui connais, qui sait, qui écrit? Alors, les amnisties de la guerre d'Algérie, 1962-82. OK. Ça, je vais vous mettre ces terres alors. Il est d'usage de clore les affrontements civils par une amnistie, sans remonter aux sources grecques de la mesure. Il est facile de constater que la République française a souvent reconnu à cette pratique radicale qui décrète un oubli collectif et juridique des fautes commises dans le cadre de la lutte politique. L'objectif explicite de l'amnistie est d'apaiser les esprits en imposant le silence. Ah bon? Et en Algérie, non. D'accord. Alors, elle se présente officiellement comme le terme du combat pour que la société pacifiée puisse reprendre un cours moins chaotique. La guerre d'Algérie a eu son amnistie qui répond à ces principes, mais qui est cependant originale à plus d'un titre. Elle l'est d'abord par la précocité des premières mesures qui ont été adoptées ensuite par la progressivité de la longueur du processus. Alors, commencez au moment des accords d'Évian par 2 décrets signés le 22 mars et 5 ordonnances publiées au mois d'avril, l'amnistie pénale est réalisée par 3 fois. Promulguée le 23 décembre 64, le 17 juin 66 et le 31 juillet 68, qui réalise pas à pas toute l'amnistie pénale des militants de l'Algérie française et de l'OAS. OK? C'est-à-dire les gens qui militaient pour l'Algérie française et l'OAS. La question est rouverte en 1982 quand François Mitterrand prend la décision d'en finir avec les séquelles des événements d'Algérie en faisant voter une loi controversée sur la révision des carrières. Ça, c'est un article aussi intéressant. Mais on va aller aux lois, OK? On va aller aux lois. Donc, M. Kamel Daoud et ces petits journalistes et critiques littéraires qui viennent parler de politique, qui viennent dire pourquoi l'Algérie demande-t-elle des comptes à la France alors que eux, ils ont fait une amnistie pour la concorde civile qui n'est pas logique, qu'il ne faut pas faire ça. Non, il n'y a que la France qui peut le faire. Et M. Kamel Daoud, tu es tombé dans le piège, quoique tu es complice. Mais là, on va te faire découvrir ton plan. OK? Écoute bien. Je vais vous montrer les lois. Alors. OK, chapitre 1er, amnistie de droit, articles 1 à 4. Alors, portant amnistie d'infraction contre la sûreté de l'État.
Sans amnistie de plein droit, les condamnations définitives pour crimes ou délits commis en relation directe avec les événements d'Algérie, ainsi que pour crimes ou délits constituant une entreprise individuelle, et ainsi de suite. Article 2, sont amnistiées de plein droit les infractions commises avant le 3 juillet 62 en relation directe avec les événements d'Algérie, lorsque ces infractions ne sont punissables d'un. Sont amnistiées de plein droit les infractions commises entre le 1er novembre 54 et le 62 juillet 62 dans le cadre d'opérations de police administrative ou judiciaire, le viol et tout, il n'y a pas de problème, hein, on enlève tout. OK? Alors, toute contestation relative, écoutez bien, toute contestation relative à l'amnistie de droit prévue par la présente loi, si elle concerne des condamnations pénales définitives, sont portées devant la Chambre de contrôle de l'instruction et de la Cour de sûreté de l'État et jugées suivant la procédure prévue de l'article 779 alinéa 3 du Code de procédure pénale. En cas de cassation, l'affaire est, s'il y a lieu, renvoyée devant la même chambre autrement composée. C'est-à-dire, il est interdit de contester. Et De Gaulle, il dit, il ne faut pas parler de la guerre des collaborateurs et de Vichy. Non, 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 non. On ne construit pas une nation avec la réalité, on construit une nation avec des mythes. Belle philosophie, M. Kamel Daoud. Non. OK. Ceci dit, nous allons venir au plat de résistance. Ça, c'était les plats d'entrée. Okay. Le plat de résistance, c'est quoi? On t'a donné un prix Goncourt parce que tu as raconté l'histoire d'une femme qui a été égorgée, qui n'est pas morte, et après la relation avec sa fille. C'est vrai. C'est malheureux, c'est un drame, c'est sûr que c'est pas facile à vivre, mais toi, tu l'as pas vécu. Tu l'as juste pris, cette histoire de cette femme que tu n'as même pas présentée. Et est-ce que tu vas partager avec elle tes droits d'auteur ou pas? Ça, c'est une question à poser. Pourquoi tu n'as pas ramené cette femme pour témoigner? Est-ce qu'elle t'a donné l'autorisation de raconter sa vie? Ça, c'est des questions à poser. Parce que si tu dis que c'est des faits réels, donc les acteurs sont réels. Et si les acteurs te permettent d'avoir un prix Goncourt pour saboter l'Algérie, ces acteurs-là doivent, comme on dit, témoigner. Au moins qu'on les voit. Il faut qu'on les voit, non? Ou non? Prends l'argent, citoyenneté, la belle vie. OK, 700 000 exemplaires. Quand tu prends 1 euro sur le livre, tu as 700 000 euros. Une vie bien riche, comme tu as dit, je voudrais vivre, devenir riche, connu, sur le dos des victimes, Monsieur Kamel Daoud. Ce n'est pas un roman, comme tu dis toi, un roman imaginaire, quoiqu'il y a beaucoup d'imagination là-dedans, mais tu tires ton histoire d'une femme qui a existé normalement, non? Donc cette femme, elle a le droit à sa part de ton livre, et elle a le droit de témoigner. Est-ce que tu peux la ramener pour qu'elle témoigne, cette femme? Est-ce qu'elle t'a donné une autorisation pour écrire ce livre? Ça, c'est important à poser comme question. Donc, moi, je vais te montrer quelqu'un qui s'appelle Mohamed Garn. À vous tous, qui êtes en train tout autour de Kamel Daoud. Je vais vous raconter l'histoire d'un Algérien issu d'un viol. Sa mère a été violée par l'armée française et pas par un seul soldat, par plusieurs soldats pendant des jours et des nuits. Et elle a été soumise à l'esclavage pendant 1 année. Et de cette sauvagerie violente est né un enfant qui s'appelle Mohamed Garn. Ok, Mohamed Garn, il a écrit 2 livres. Le voilà, je vous le montre. Vous voyez, ça c'est Mohamed Garn. Mohamed Garn, lettre à ce père qui pourrait être vous. Quel courage! Mais ce livre-là n'a pas eu le prix Goncourt, pourtant c'est une histoire vécue, plus dramatique que l'histoire de cette femme que tu racontes. Il n'y a pas de meilleur dans le drame, mais il y a des valeurs aussi plus profondes. Ce monsieur, sa mère est violée dans un camp d'internement en Algérie par les parachutistes français. Il naît, il le sépare de sa mère, on lui dit qu'il est mort. La souffrance qu'elle a souffert par la torture est devenue un peu folle, comme on dit. Donc, ils ont pris son fils à 6 mois. Ils l'ont mis dans un orphelinat. Il a vécu dans l'orphelinat jusqu'à l'âge de 4 ans.
Un couple de Français vient chercher, qui n'a pas d'enfant, vient le chercher, il était comme un sauvage. Je vais vous mettre la vidéo parce que je ne peux pas la montrer, son histoire, parce que c'est des droits d'auteur. Alors, il repart avec ses parents adoptifs, il l'emmène en France, ils avaient un café-théâtre en France, après ils retournent en Algérie parce qu'ils avaient des problèmes de finances en France, ils retournent les parents en Algérie avec lui quand il avait 14-16 ans, je pense, et là, il l'abandonne, les parents divorcent, la mère l'abandonne, il se retrouve à 16 ans dans un orphelinat en Algérie, alors il reste dans cet orphelinat, il fait des fugues, il s'évade, il devient sauvage, bagarreur. Ok, il n'acceptait pas que cette mère adoptive qui lui a tout montré, qui lui a tout donné, l'abandonne. Alors il va chez elle pour lui voler un collier qui était précieux pour elle, pour lui faire un chantage. Je te rends le collier et tu me réacceptes. La femme va déposer plainte contre lui, il passe 2 ans de prison à Brawaguia. Ok, il ne connaît pas sa mère biologique ni son père. Alors il passe 2 ans de prison à Brawaguia. En sortant de Brawaguia, il retourne à l'orphelinat, les travailleurs sociaux l'aident à faire un stage, il devient aide-infirmier, il connaît sa femme, il se marie, il a des enfants, et sa femme l'incite à aller chercher sa mère. Avec de bouche à oreille, enquête à enquête, connaissance et tout ça, il trouve sa mère. Il va la trouver où? Elle vit dans un cimetière depuis des décennies. Et il va la voir, et il la trouve. Elle vivait toute seule dans le cimetière, dans une grotte. Imaginez-vous. Et il va voir sa mère, il la retrouve. Et puis là commence encore un autre enfer. C'est-à-dire qu'il cherche son père. Sa mère ne veut pas lui dire. Sa mère lui dit, oui, ton père c'est un shahid, il est mort. Il était content, mon père était un shahid de la Révolution. Alors il allait demander sa filiation pour être accepté par la justice en Algérie, pour avoir une filiation. Mais la justice lui dit, tu n'as aucune preuve que c'est lui ton père. Mais cette femme courageuse qui a subi tout ça, va au palais de justice en pleurant et déclare qu'elle a été violée devant tout le monde. Qu'elle a été violée, comme ça elle le dit. Et lui, il sait maintenant qu'il est le fils d'un viol de l'armée française qui a violé une Algérienne. Elle avait 16 ans à l'époque, mes amis, quand ils l'ont violée. Imaginez-vous. Et le gars, courageux comme il est détruit, il va travailler comme marin sur les bateaux pour oublier, pour s'évader de ce... Et quand l'Algérie lui dit on ne peut pas vous donner de filiation de père parce que votre père est français, alors il dit je vais en France. Et c'est là que je vais demander justice. Et en France, il écrit un livre français par crime. Il dit je suis un français par le crime. Je suis devenu français par le crime. Kamel Daoud, tu connais cette histoire, tu ne la connais pas. Voilà son livre. Je vous le montre. Très, très intéressant. Qui mérite plus qu'un prix Goncourt. Alors. Voilà le livre. C'est ça. Donc, ça c'est Mohamed Garn. Il écrit 2 livres. Édition L'Harmattan et édition Lattès. Ok, ces livres sont passés inaperçus. Ni prix Goncourt, ni plateau de télévision, ni rien. Suite de l'histoire. La suite de l'histoire, il rentre en France et là, il commence un combat juridique de 15 ans avec l'armée française et l'État français pour qu'il reconnaisse qu'il est une victime de guerre. Et c'est là qu'il rencontre les lois de De Gaulle qui interdisent de parler de la guerre d'Algérie, ni de reconnaître les crimes de la guerre d'Algérie. Celui-là, ce n'est pas l'État algérien où les gens, comme tu dis toi, Kamel Daoud, les gens aujourd'hui, ceux qui demandent à la France des excuses n'arrivent pas à s'excuser auprès de leur peuple. Ça, c'est une victime de la guerre et des crimes français en Algérie, mais avec le courage qu'il a plus que toi. Et c'est sa vie. Et le courage de dire cette vérité au visage de tout le monde, face à face devant tout le monde. Et c'est là qu'il rencontre les problèmes. Et c'est là qu'il connaît les lois après, qu'il sait c'est quoi les lois françaises, les lois d'amnésie, pour
contourner, comme a dit ton ami journaliste, la réalité. Ou comme a dit De Gaulle, on ne construit pas des nations avec des réalités, mais avec des mythes. Mais ça, ce n'est pas un mythe comme ton livre. Tu vois, M. Kamal Daoud, toi qui es écrivain, qui connais, qui veut la vérité, qui veut donner une raison de vivre à l'Algérien, voilà un Algérien qui s'est donné une raison de vivre et qui n'a jamais lâché. Et sa mère, qu'est-ce qu'elle a souffert? Comment elle lui a dit la vérité après tant d'années pour lui dire le poids qu'elle avait sur les épaules par rapport à la société, à la religion, à son fils, à tout le monde. Et pour sauver son fils, elle est allée à la témoigner devant tout le monde. Oui, j'ai été violée. Oui, j'ai été violée. Quel courage! Ce courage que tu n'as pas. Que tu as démontré que tu n'as pas de dire la vérité, la réalité aux gens. Toi qui dis, moi, je veux inventer une raison de vivre, et maintenant. Parce que l'Algérien n'a pas de raison de vivre. Sa raison de vivre, c'est la dignité, mon cher ami. Il a vécu pauvre. Comme tu as dit dans la vidéo que je t'ai montrée la dernière fois, j'aime bien la citation d'un film, Le Loup de Wall Street. Il n'y a pas de dignité dans la misère. Regarde la dignité, mon ami. Tu vois? Écoute un peu, je vais te montrer un extrait de sa vie. Pour vous dire. Et avant d'arriver à cette dame qui me frappait et tout, ma mère a été violée dans ce camp et a été enceinte. Quand elle a eu son ventre qui est sorti, les militaires la frappaient avec des rangers au niveau du ventre pour qu'elle avorte, pour qu'on ne puisse pas trouver trace de preuve, oui, voilà, de preuve. Une dame militaire habillée d'un treillis militaire est rentrée dans la caserne et a vu Kéra, ma mère. Et quand elle l'a vue, elle a dit aux militaires, laissez-moi l'emmener, comment ça s'appelle, l'hôpital de... C'était l'hôpital de Bonne Sœur. Ça s'appelle le couvent de Bonne Sœur de Saint-Vincent-de-Paul. C'est ça. Non, pas de Saint-Vincent-de-Paul, de Saint-Cyprien des Atapes, alors, qui est aujourd'hui Sidi Bouabida. Exact. Voilà. Alors, elle rentre dans cet hôpital, elle me met au monde et elle tombe dans la crise, dans la douleur, on lui fait des piqûres de 24 heures, elle veut pas m'allaiter, elle veut rien du tout, mais nous restons 6 mois. Ce qui me stupéfait envers cette femme qui est ma mère, c'est que je suis l'enfant non voulu. Oui, l'enfant d'un crime. Pas l'enfant de l'amour. Je suis l'enfant qu'on rejette. Qu'on rejette. Oui. L'enfant de la violence. Ouais. Voilà. Et comme elle dit, ma mère, elle me dit non, tu n'es pas l'enfant de la violence, tu es l'enfant de la guerre. Parce que je lui ai dit hier, elle est partie, je lui ai dit, maman, je suis l'enfant de la violence. Il ne faut pas que tu m'en veuilles, donne-moi ton amour, j'ai besoin de ton amour. Ne me rejette pas, ne regarde pas le viol, regarde-moi, moi, en tant qu'homme. Alors, quand je suis né, je suis resté stupéfait, c'est que je grandis, et quand je regarde mes papiers, je m'appelle Mohammed. Bon, nous savons qu'il y a le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, mais par la suite, j'ai su qu'elle m'avait donné le prénom de son frère martyr de la révolution algérienne. Oui. Quel honneur! Moi, l'enfant de la violence. Ouais. Et en plus de ça, elle m'ajoute son nom. Son nom, Garn. Mais c'est beau. C'est beau ce qu'elle a fait. Avec toute cette, comment s'appelle, hospitalisation, ces piqûres, tout ça. Et dès qu'elle me voit, on lui dit, comment vous voulez qu'on l'appelle? Est-ce qu'on lui met X? Est-ce qu'on... Oui, on aurait pu, oui. Oui, voilà. Son nom patronymique. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, tu as été dans mon ventre. Et c'est parce qu'elle m'a porté dans son ventre. C'est 9 mois qu'elle m'a porté. Elle m'a dit, c'était dans la douleur, dans tout. Mais c'était un fruit pour moi. Et ce fruit qui venait de mes entrailles, je voulais lui donner un nom et un prénom.
Alors, c'est pour ça que je dis que la femme, vous voyez, la femme dans tous ses... je dis, mais ma mère est illettrée. C'est ça, ma mère est illettrée, elle ne connaît rien du tout, elle ne sait même pas voir la télévision, elle ne sait même pas voir lire. Elle a pris aujourd'hui mon livre avec elle, elle ne sait même pas le lire, elle me dit, je vais le mettre sous mon coussin et je dormirai. Alors bon, elle me dit, je sais que toute notre histoire est ici. Alors, je suis heureux qu'elle m'ait donné ce nom et ce prénom, parce que j'aurais pu, vous pourrez m'inviter aujourd'hui, vous aurez dit, Monsieur X a écrit lettre à ce père qui pourrait être vous. Voilà. Alors, ce jour... Subhanallah. Incroyable. Quel courage. Je vais vous mettre la vidéo en dessous dans les commentaires pour que vous puissiez la visionner. Quel courage. Il a trouvé la beauté. Il a trouvé la beauté dans tous ses malheurs. Il a dit, c'est beau qu'elle m'ait appelé Mohamed Gan. Elle a pris le livre, elle ne sait même pas lire. Regardez le rapport qu'il y a avec sa mère. Il l'a retrouvé des années plus tard. Après 25 ans, il la retrouve à 30 ans. Dans un cimetière. Et comment il a combattu pour approcher sa mère, pour lui dire que je suis ton fils. Et comment se battre pour la justice avec l'État français pendant 15 ans. Tout ce qu'il a souffert dans sa vie, il te dit, c'est beau. Est-ce que ça ne mérite pas un prix Goncourt? Mais non. Ça dénonce les crimes français en Algérie, monsieur Kamel Daoud. Mais toi, tu ne veux pas parler de ça. Parce que, pourquoi? Parce que les gens qui demandent des excuses aux Français pour les crimes commis en Algérie, ce sont les mêmes qui ne veulent pas présenter leurs excuses au peuple algérien. C'est ça, non? Qu'est-ce qu'il y a de beau dans ton livre? Qu'est-ce qu'il y a de beau dans tes déclarations? Il n'y a rien de beau. Regarde, il dit c'est beau. Toi, tu n'as rien de beau dans ce que tu dis, dans ce que tu es, dans ce que tu as fait. Parce que si lui est devenu français par le crime, toi aussi tu es devenu français par le crime d'insulter ta nation, le crime de rejeter ta guerre, tes chouhada, tes martyrs, le crime d'insulter toute une nation, le crime d'avoir vendu ton âme au diable et aux gens qui ont assassiné nos aïeux, nos grands-parents, qui ont torturé mes parents à moi. C'est ça ton crime qui t'a permis de devenir français, contrairement à Mohamed Gan. Tu vois la vie? On sait te répondre, monsieur Kamel Daoud. Ne pense pas que tu es le plus intelligent de l'Algérie. Fais attention. Je vais te lire maintenant l'interview de Mohamed Gan et ses péripéties avec la justice française qui ne veut pas détourner, il n'y a pas d'amnésie, il n'y a pas de loi qui interdit de parler de la guerre d'Algérie, des massacres comme en Algérie, non. Écoute bien. Écoute bien, écoute bien. Et c'est Mediapart, hein? Ok. Donc, ok. Rien ne se construit dans la dissimulation, l'oubli ou le déni. Nous avons ce devoir de vérité sur la violence, les injustices, les massacres, la torture, affirme le président français Hollande lors de son allocution au Parlement algérien. Mohamed Gan, reconnu victime de guerre, revient sur son procès qui a duré plus de 25 ans. Pour nous livrer avec courage et détermination ses combats judiciaires, il nous parle de son affaire sensible et douloureuse. Mohamed Gan évoque avec une clarté remarquable la question de cette connaissance juridique qui implicitement conduit à un problème politique précis concernant la guerre d'Algérie, investi corps et âme dans une quête de vérité afin de dissiper les dissimulations, l'oubli ou le déni. Il démonte les verrous imposés par le silence des États. Alors, c'est Fadilah Badj qui a fait l'interview, on la remercie à Saha. Tu as passé ta vie entière à chercher la vérité sur ta famille. Quand tu l'as trouvée, quand tu as compris que le contenu de cette vérité fourmillait de crimes liés à la guerre d'Algérie, tu as porté ton histoire devant la chambre des tribunaux algériens puis français.
et tu l'as fait entendre aux oreilles de la justice qui l'a reconnu. Tu as été convaincu, tu as été reconnu victime de guerre par la justice française en 2001. Khira, ta maman, a été torturée et violée dans un camp pendant de longs mois. Puis elle tombe enceinte. Les soldats la torturent et lui donnent des coups de rangers au ventre pour provoquer une fausse couche. Tu es l'enfant de ce viol et tu survis malgré toutes ces abominations. Tu es né au couvent de Saint-Cyprien des Attaf le 19 avril 1960. Mohamed Garn. Durant l'opération Charles contre la Wilaya, quatrième dernière opération, durant les accords d'Évian, ma mère a 15 ans, lorsqu'elle est raflée dans le camp de concentration de Tnit el département de Titri. Et moi, je suis né entre, bon, ça on le connaît, alors. Une cible en effet facile, malheur au peuple épris de liberté qui ont des femmes et des hommes analphabètes et de puissants ennemis. Mais cette quête d'identité, le fait d'avoir découvert que ton père n'était pas un grand héros de l'indépendance, mais un simple militaire français, t'ouvre vers une longue quête administrative, vers une quête de nationalité, quête ensuite judiciaire, après la naturalisation française qui te plonge dans l'histoire collective. Indirectement, toutes ces quêtes te poussent à entrer dans un processus de clarification politique. Cette quête de vérité qui te permet l'écriture de ton histoire est précisément ancrée au cœur de l'histoire entre la France et l'Algérie. D'autres victimes ont été abominablement persécutées l'année de la naissance. Mais toi, tu as quand même un itinéraire hors du commun. Tu es le premier Algérien à avoir gagné un procès contre l'armée française. Tu vois, monsieur Daoud, ça, c'est des hommes. Premier Algérien à avoir gagné un procès contre l'armée française. Alors, c'est vrai, je suis un empêcheur de tourner en rond. J'embête l'État français pour renforcer sa justice. Regarde la réponse. Tu ne mets pas seulement dans l'embarras, tu permets à la justice d'agir avec un peu plus de justice en faisant de ton vécu un cas de jurisprudence. Tu fragilises la loi de 68. À travers ton procès de 2001, tu soumets à examen une amnistie fondatrice en France adoptée le 31 juillet 68 par l'Assemblée nationale. En 62, l'accord d'Évian met fin aux opérations militaires et à toute action armée de l'ensemble. Bon. Donc, de crimes commis pendant la guerre d'Algérie sont amnistiés de plein droit toute infraction commise en relation avec les événements d'Algérie, dispose l'article 1 de la loi. Sont réputées commises en relation avec la guerre d'Algérie, toute infraction commise par des militaires servant en Algérie. Cette loi déresponsabilise les assassins. C'est une loi criminelle. C'est un militaire, le général de Gaulle, qui l'a proposé à l'Assemblée nationale civile et libre dans un pays démocratique et libre où on n'amnistie pas des criminels. Il faut fondre cette amnésie collective sur une amnésie imposée par la violence d'une dictature militaire de droite. C'est les mêmes paroles que vous êtes en train de dire contre l'Algérie. Imposées par une dictature, imposées par les militaires. Alors que chez vous en France, c'est la même chose. Ok. C'est donc une loi qui protège les assassins. Cette loi de 68 découle des accords d'Évian. C'est une loi criminelle. Ces accords marquent un moment de l'histoire. Sur le chemin d'établissement d'un État algérien indépendant, la délégation s'est battue. Ils l'ont arraché à coups de décret. L'article de loi, l'autodétermination, leur temps a été compté. Des concessions étaient inévitables, étant donné des coups moments. Oui, je ne pense que les 22 du GPRA étaient loin d'imaginer que le général de Gaulle intensifierait le décret d'amnistie de 1962 en faveur des membres de l'OAS. La guerre est un vaste océan de crimes quand il ne faut pas ajouter un cri ou un écrit écorché qui fasse éveiller les rancœurs. Il y a des blessures de part et d'autre. Les harkis trahis, les pieds noirs trahis par De Gaulle, les parents d'appelés qui ont perdu leurs enfants, le peuple colonisé porte dans sa chair un long crime de 132 ans, les harkis instrumentalisés contre notre propre frère. Tu sais comment on appelait les harkis volontaires? La torche de l'armée française. Ils étaient éclaireurs, ils ont fait beaucoup de mal en torturant eux-mêmes leurs frères, mais il y a aussi les harkis contraints d'exterminer leurs familles sous peine de mourir. Dans cette guerre, l'État français de l'époque a profité de leur illettrisme. Elle a agi dans une extrême perversité sans justifier leur acte. Je tente simplement de comprendre. Connais-tu cette amnistie avec le procès? Connaissais-tu cette amnistie avec le procès? Je l'ai découverte par le temps.
Avant, en 1998, le 25 septembre, le service départemental de l'ONAC, Office national des anciens combattants et victimes de guerre, m'adresse une lettre m'informant qu'en signant les accords d'Évian en date du 18 mars 62, l'État algérien a endossé la responsabilité de régler tous les litiges survenus pendant la période de maintien de l'ordre en Algérie 54-62 et d'indemniser les victimes. De ce fait, ma demande devait selon eux être adressée au gouvernement algérien. Il te fallait donc recouvrir la nationalité française pour porter plainte. Je l'ai obtenu. Étant né d'un père militaire français, le tribunal a reconnu que ma mère était bien dans un camp, mais ils ont retenu leur hypothèse concernant ma naissance. Écoutez bien, les Français, écoute bien, Kamel Daoud, qu'est-ce que l'État français a répondu. Ok, ma naissance. Soit elle subissait une prostitution imposée, écoute, hein, ils lui ont imposé la prostitution, soit un viol. Tu imagines une femme se prostituer dans un camp de concentration. Incroyable. Hein? Et vous me parlez de femmes. La pauvre femme, c'est les femmes qui souffrent. C'est les femmes à la guerre pendant les années 90. La femme égorgée, salon de coiffure, la femme, la femme, la femme, la femme. Et ça, c'est pas une femme. Hein, monsieur Kamel Daoud? C'est pas une femme, ça? On écoute. Alors, je l'ai obtenu étant né d'un père militaire français. Le tribunal a reconnu que ma mère était bien dans un camp, mais ils ont retenu leur hypothèse concernant ma naissance. Soit elle subissait une prostitution imposée, soit un viol. Tu vois? Alors, hypothétiser une prostitution imposée dans un camp de concentration, c'est proprement cynique. Il est difficile de penser qu'en 2001, des experts puissent encore envisager pareille ineptie. La Cour a même refusé à ma mère un visa pour venir témoigner. Écoute, monsieur Kamel Daoud, le prix de lauréat de Goncourt, à Bilcourt. C'est donc sur ton unique témoignage que la Cour a fondé son jugement. Elle a fondé sur l'avis d'un expert psychiatre, un militaire à la retraite, et évidemment sur l'existence de ce camp où je suis né, ainsi que les divers documents administratifs concernant l'origine de ma naissance, mon placement au couvent et mon adoption. Quand on m'a dit que le psychiatre a fait la guerre d'Algérie, j'ai eu le sang glacé. Ma mère, absente durant le procès, et un militaire de carrière à la retraite choisi comme expert. Tout cela laissait présager rien de bon. Mais surprise, lors de notre première rencontre, ce général m'a dit, vous savez, monsieur Gann, n'ayez pas peur, j'étais à Timimoun, je n'ai pas tiré une seule balle. Mettez-vous à l'aise. C'est par décision de la Cour qu'il a été nommé, mais elle a rejeté l'expertise, cet ancien général, lorsque ce dernier a évalué mon taux d'invalidité à 60%. Furieux, il a même écrit une lettre à la Cour dans laquelle il a manifesté son mécontentement. Le tribunal français m'a reconnu victime de guerre. J'ai donc gagné mon procès en 2001 pour troubles psychologiques de guerre et j'ai été reconnu invalide à 30%. Mon but était de condamner l'État français pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Condamnation impossible étant donné cette loi d'amnistie. Condamnation impossible étant donné cette loi d'amnistie, cette loi qui détourne. Cette loi, la concorde civile. Quel idiot. Et tu parles de la loi. Aïe, 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 les intellectuels pris concours. Incroyable. Aïe, 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 aïe. Comment as-tu vu que ces longues périodes d'investigation judiciaire, car ce procès a été long et contentieux, 15 années, bon, ça c'est une autre histoire. Ça, on va parler de ça après dans les prochaines vidéos, Inch'Allah, c'est très intéressant. D'ailleurs. Donc, tu vois, monsieur Kamel Daoud, ton plan est tombé à l'eau, parce que tout le monde va savoir c'est quoi la stratégie et c'est quoi l'objectif de ce livre et de ce prix Goncourt. C'est un prix politique, ni plus ni moins. Il aura fallu quelqu'un comme toi pour aller se vendre, se prostituer, devenir français par le crime. Comme l'a si bien dit, mais le crime est différent hein, entre toi et lui. Je fais hommage à Mohamed Gann. Vraiment, Mohamed Gann,
je ne sais pas comment, je ne sais pas quel nom te donner. Sincèrement. Quel courage. Quel courage. Niveau 6e. Il a arrêté l'école au niveau 6e. Ce n'est pas un journaliste, c'est pas pourquoi, parce que c'est le cœur qui parle. C'est le cœur. Ce n'est pas le mythe. Lui, il a construit sa vie sur la réalité et pas sur des mythes comme toi, Kamel Daoud. C'est ça la différence entre l'Algérien issu d'un viol de l'armée française en Algérie et un Kamel Daoud, violeur de l'histoire d'Algérie. Toi qui violes l'histoire de l'Algérie. C'est-à-dire, ton crime, c'est d'avoir violé l'histoire de l'Algérie. Tu es en train de violer l'histoire de l'Algérie par ton comportement. Et tu as réussi à devenir français par le crime. C'est tout. Ni plus ni moins. Sur ce, Raouti, هادو هما فهمتوا هذا محمد قرن ان شاء الله راني بديت نحوس عليه ان شاء الله نجيبوه وكما يقول لكم نشرفوه ان شاء الله خونا هذايا هذا سي اللي يحب يشوف لاكير دالجيري ويشوف الشعب الجزائري مع هاد القتالين اللي كريميناليين اليوم راهم يقتلوا الفلسطينيين ويقتلوا في العراقيين والسوريين واللبنانيين واليمنيين حنا نشوفوا بعينينا وكاين ناس يقول لك هادو سي دي بي ايفولوي هاو ليك ليكزومبل قدامكم هاو ليكزومبل تاع فرنسا القاتله الخامجه فهمتوا هاو ليك ليكزومبل كي تشوف ليكزومبل تاع هذا تفهم واش دارت فرنسا واش راهي دير اكتويلمون تستعرفش والو ان توكا تحية الجزائر فيف l'Algérie 1 2 3 بيان سور جبهة التحرير هي تخلف الطار سي كمال داوود السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته